Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Évidemment, on va parler du Premier ministre et de ses déclarations, mais comme il est avec nous, déjà on va le saluer, on va un peu parler argent et notamment budget et peut-être même revenir un peu sur la Cour des comptes. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler rapidement budget, parce que je voudrais vraiment qu'on parle du Premier ministre. Le budget, il a été voté. On a eu évidemment le rapport de la Cour des comptes qui incrimine clairement, j'allais dire, l'époque où vous étiez président. Quand vous avez vu ces déclarations, quand vous avez vu effectivement ce qu'a pu dire la Cour des comptes, qu'est-ce que vous avez eu comme sentiment? Vous vous êtes dit quoi? Non, je me suis dit simplement que... Règlement de compte à OK Corral? J'irai pas jusque-là, Ouais. mais je dirais simplement que il y a eu un parti pris avéré sur le travail de la Chambre régionale des comptes, dans la mesure où tout n'a pas été dit. Et c'est cela qui est un petit peu regrettable, parce que finalement, c'est ce qui reste. Ce seront les grandes conclusions qui auront été données. Je regrette que la Chambre régionale des comptes n'ait pas jugé utile de rappeler le travail que nous avions fait concernant le redressement des finances, parce que on commence à partir sur une situation qui parle des ressources humaines, et à la fin, on parle de la gestion. Donc, la gestion, c'est quand même les efforts de maîtrise de la masse salariale, c'est la sécurisation des emplois. Après, on peut ne pas être d'accord. Peut-être que la Chambre régionale des comptes considère que les Mahorais et les Mahoraises qui travaillent au Conseil général doivent rester dans la précarité, tant bien même que les autres administrations sont mieux. Mais lorsqu'on s'intéresse concrètement au budget qui a été délibéré la semaine dernière, moi je constate dans les faits que si effectivement il y a eu des excédents qui ont été mis en avant ces derniers jours, il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas eu pour autant de recettes nouvelles. Et à partir de là, parce que il y a eu quelques recettes exceptionnelles, Benissa l'a dit sur ce plateau. C'est pour ça que j'insiste. Les recettes exceptionnelles qui ne sont pas suffisamment dites, c'est que ces 3 dernières années, là où l'exécutif estimait qu'il pouvait gagner des masses financières, ils l'ont fait. Regardez par exemple... sur les taxes et les impôts, ces 3 dernières années, le conseil départemental n'a eu de cesse que de faire augmenter sa part. Donc ça se reflète après sur le chapitre 73 et le chapitre 731, ça se reflète après, puisqu'on voit bien que ces taxes et impôts ont progressé. Lorsque vous avez invité la semaine d'avant mon collègue Issa Abdou, il mettait en avant qu'ils se sont séparés de 700 agents. Donc, quelle est la traduction sur le terrain de la perte de la... Il y a eu l'indexation aussi, hein. Il y a une augmentation de la masse salariale, pas forcément du nombre de salariés, mais du coût des salariés. Mais absolument. Mais encore une fois, le conseil départemental n'est pas là aussi pour laisser dans la précarité les gens. Ça leur permet d'avoir une meilleure perspective d'avenir. Regardez, maintenant, au moins, ces agents ont la possibilité d'avoir une perspective d'avenir en pouvant se lancer dans des crédits qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Vous imaginez être dans un établissement public pendant 10-15 ans et de ne pas avoir de CDI ou d'être titularisé et trouver cette situation tout à fait normale? Moi, j'ai mis fin à cela et j'en suis fier. De la même manière, comment pouvait-on accepter que les fonctionnaires d'État puissent bénéficier de l'indexation et que les Mahorais qui travaillent dans les collectivités, non. Donc encore une fois, ce sont des choix politiques que j'ai fait et que j'assume et que je suis fier et que je referai si je devais le faire. Maintenant, concernant le budget, moi je tiens à insister que si la Chambre régionale des comptes voulait réellement travailler sur la gestion, il aurait été opportun qu'elle rappelle que dans son rapport qui est sorti en janvier 2016, vous savez, sur la départementalisation mal préparée, elle avait indiqué, dans ce contexte de mal préparé, que l'État n'avait pas compensé les mannes financières auprès du conseil départemental. Résultat, le conseil départemental, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous regardez le budget 2018, vous constatez que sur les transports scolaires, il y aura une baisse de 2 millions. Vous avez reçu en début de semaine les représentants des étudiants qui attendent
d'avoir une action plus forte du conseil départemental. Mais lorsqu'on dit qu'on diminue de 2 millions d'euros le budget des transports scolaires, ça veut dire, ça se traduira comment? Ça se traduira par une desserte moins importante. Et les premiers qui, à mon avis, seront impactés, ce seront les étudiants. Lorsque vous constatez que sur le poste des bourses pour les étudiants, que nous passons de 15 millions d'euros à 11 millions d'euros. Mais c'est une catastrophe. Ça veut dire que lorsque vous entendez régulièrement des étudiants se plaindre de ne pas avoir de bourse, c'est une réalité. Cette réalité, je la découvre parce que nous sommes associés à rien dans la gestion du conseil départemental. Mais faire le choix de redresser la collectivité en sacrifiant les étudiants, c'est quelque chose que je n'accepte pas. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté ce budget. Journée historique pour certains, une véritable mascarade pour d'autres. Cette journée d'hier était en tout cas importante pour Mayotte, puisqu'on avait nos élus qui sont montés à la capitale pour rencontrer le Premier ministre et savoir, et nous on voulait savoir, qu'est-ce qu'ils ont obtenu, qu'est-ce qu'on a obtenu de cette grève. Édouard Philippe s'est exprimé, on en a parlé ce matin, j'imagine que vous êtes déjà parfaitement au courant de ce qui a été dit par le Premier ministre. Pour vous c'est quoi? C'est plutôt une journée historique ou une mascarade? La journée historique pour les Mahorais, c'est le 31 mars 2011, ouais, lorsque le territoire de Mayotte a été érigé en département, à travers le référendum qui a eu lieu en 2009, à travers les lois organiques et ordinaires qui ont été prises en 2010, décembre 2010, qui a permis très concrètement de transformer notre collectivité départementale en collectivité unique, régie par l'article 73 et ayant les compétences de département et région. C'est le 31 mars 2011 qui est une date historique. Mais force de constater que cela fait maintenant 7 ans que nous sommes département et région, et puis maintenant région ultra-périphérique. Force de constater que tout le pan de droit commun qui doit s'étendre sur un département, sur une région, ne se fait pas, et ne se fait pas de manière régulière. Alors, moi je veux bien que une grande partie de la population ou éventuellement une grande partie des élus qui étaient à Paris trouvaient normal qu'on nous donne à coups de lance-pierre quelques attributs de département. Non, je ne trouve pas ça normal que nous travaillons et que nous procédons ainsi. Nous sommes département depuis le 31 mars 2011. Je n'ai pas besoin que en avril 2018, on me dise, vous savez, M. Zaïdani, nous sommes un département. Et vous resterez un département. Non, ça nous le savons déjà. C'est pas une nouvelle, cela. La nouvelle, c'est de nous dire de quelle manière nous allons rattraper le droit commun. Mais nous faire des petites annonces à coups de lance-pierre en nous donnant par-ci, par-là des petites avancées, c'est pas comme ça qu'on va construire Mayotte. Donc clairement, vous n'êtes pas satisfait des déclarations et du résultat de nos élus lors de cette réunion avec le Premier ministre? Je ne peux pas réellement incriminer les élus parce que la décision, celle qui la prend, c'est le Premier ministre. Oui. Cette décision, il l'a prise sur toutes les concertations qui ont été faites par l'interministériel ces derniers jours. Cela montre encore une fois que j'ai eu raison lorsque je suis allé dans ces réunions interministérielles de lancer des coups de gueule. Lorsque je suis allé dans la réunion de l'éducation, lorsque je suis allé dans la réunion sur le développement des infrastructures, parce que effectivement, j'ai bien ressenti le fait qu'il n'y avait pas de volonté réelle d'amener Mayotte vers le haut. Vous savez que... Vous voulez pas incriminer les élus, Daniel Zaïdani, très bien, c'est votre choix, mais les élus sont satisfait de ce qui a été dit hier. J'en veux pour preuve. Il suffit d'aller sur les pages, j'invente rien. Allez vous-même sur les pages Facebook de nos élus et vous avez ça. Voilà, une série de selfies avec le Premier ministre, avec tel ministre, etc. Moi, si je suis pas content, je fais pas de selfie avec les gens. S'il y a des selfies, etc., c'est qu'ils sont satisfaits. Donc, s'ils sont satisfaits, est-ce que la population peut être satisfaite de leur satisfaction? Là, c'est un autre point. Est-ce qu'ils sont, sont responsables de ça? Je pense pas, parce qu'il y a une interministérielle qui est venue. Et la réunion qu'il y a eu à Paris, ce n'était pas une réunion de négociation, c'était une réunion d'information. Oui. Bon, maintenant, concernant effectivement la satisfaction et les visages radieux qu'il y a eu à l'issue de la déclaration du Premier ministre, pour ma part, ça c'était un petit peu déplorable. Parce que effectivement, Mayotte ne gagnait pas sur tous les plans. Bien au contraire. Il y a quelques points qui ont quand même avancé. Il y a une ARS. Mais encore on va avoir une ARS. Monsieur on va Patrick, avoir un rectorat. Patrick, oui. Est-ce que je peux vous appeler Patrick? Monsieur, je vous en prie, Daniel. Voilà. Alors, moi, je vous dis encore une fois, ça fait 7 ans que nous sommes un département. Oui.
On ne peut pas, 7 ans après, nous dire, tiens, on va vous mettre une ARS. Ah, tiens, on va reconnaître que vous... Non, nous sommes un département de plein exercice. Nous devons avoir le droit commun, le pan du droit commun dans son entier. Il ne s'agit pas de négocier un point par-ci, un point par-là. Non, nous sommes un département et nous voulons le droit commun. Vous savez, à Mayotte, nous ne sommes pas forcément favorables pour l'adaptation. L'adaptation, lorsqu'on la voulait, c'est que lorsque nous étions persuadés que l'État négocierait l'avancée. Là, encore une fois, le ministre, comme je vous l'ai dit hier, il ne s'agissait pas d'une négociation. Il est arrivé nous dire, vous aurez ça. Alors, on a le droit de dire oui, merci, ou de dire, je ne suis pas satisfait. Moi, Daniel Zaidani, je ne suis pas satisfait. Si maintenant, tous les autres parlementaires, présidents du conseil départemental et les conseillers qui étaient présents sont satisfaits, c'est de leur responsabilité, ils viendront sur le plateau expliquer en quoi ils sont satisfaits. Moi, représentant des Pamandiens, je ne suis pas satisfait. Pourtant, les Pamandiens demandaient la piste longue, demandaient évidemment également des grands travaux, et ça a été évoqué en termes de grands travaux. Je vais le lire rapidement, Daniel. Soutenir les grands d'un transport en commun en site propre sur la Grande Terre. Ça, c'est important, le transport en commun. La réalisation du contournement de Mamoudzou. Dieu sait que c'est important. Les Mahorais attendent ça depuis des années. Le transport aérien, il explique clairement, il va lancer une mission sur les capacités de développement de l'aéroport de Mayotte, sur les moyens de favoriser la concurrence et d'abaisser les prix du billet d'avion. C'est pas ce qu'attendent les Mahorais? Alors écoutez, si vous voulez parler de l'aéroport, je fais partie de ceux qui défendent l'aéroport de la piste longue. D'ailleurs, j'avais participé à la marche qui avait eu lieu le 20 janvier dernier. On s'en souvient. Et j'ai, par la suite, avec le maire de Pamandzi et ma collègue Souhaïra El Haddad, envoyé un courrier au Premier ministre, lui rappelant que, à l'état actuel des choses, nous étions arrêtés. Il nous manquait plus que le financement de l'étude pour lancer la piste longue. Il ne parle pas de financement de l'étude. Il ne parle pas non plus de piste longue. Il parle des moyens qui permettront de baisser les prix. Ça ne veut pas dire construction d'une piste longue. Ça ne veut pas dire grand chantier. Ça veut dire réflexion, éventuellement avec les acteurs actuels, pour déterminer de quelle manière ils pourront faire baisser les prix. Mais ça ne veut pas dire piste longue, ça ne veut pas dire amélioration de la desserte. Pour l'instant, c'est des réflexions qui devraient alimenter le plan qui va sortir au mois de mai. Monsieur Milan, ouais. Vous savez, les plans, nous les connaissons depuis 99. Ouais. Il y a eu le Katiba avec un plan. Je le rappelle parce que c'est là. Nous avons eu le pacte pour la départementalisation en 2008. Nous avons eu Mayotte 2025. Aujourd'hui, le Premier ministre veut nous lancer dans un nouveau plan qui ne permettra pas d'avancer dans les réalisations, mais qui permettra simplement d'avancer dans les réflexions. Les réflexions, nous les connaissons. Et c'est contre cela que je lutte. Et c'est pour cela que je ne suis pas satisfait parce que je n'ai pas entendu de construction réelle. Vous savez, la route de contournement. Ouais. Faisons le pari que mon mandat de conseiller départemental qui devrait s'achever en 2021, nous n'aurons même pas commencé la première pierre. Vous savez, la problématique actuelle immédiate, c'est que les entreprises mahoraises vont mal. Il y a eu effectivement une grève de 7 semaines qui se poursuit d'ailleurs. Mais la réalité, c'est que nos entreprises vont mal. La réalité, c'est que nos entreprises ont besoin de travailler. Où sont les chantiers immédiats? Vous rappelez-vous, en 2011, vous l'avez rappelé aussi cette semaine, il y a eu un plan de relance avec un budget, bien sûr, 53 millions. 53 millions qui a permis aux collectivités locales de lancer immédiatement des chantiers à l'intention de toutes les entreprises de Mayotte. Ouais. Ça a permis d'éviter la casse. Il y a eu de la casse. Mais c'est le manque de trésorerie effective des entreprises ne leur a pas permis de survivre. Actuellement, je n'ai entendu aucune mesure de relance de l'activité économique. La route de contournement, je vous l'ai dit, ce ne sera pas avant 2022 si vraiment cela se fait. La piste longue, il ne l'a pas employée. Par contre, l'insertion dans la région, il a insisté. Mais justement, on va aussi un petit peu en parler parce que le temps passe très très vite. Le statut de Mayotte, il a été un peu évoqué. Il dit, on va le commenter ensemble, il dit le statut de Mayotte comme département et région d'outre-mer définit clairement les responsabilités entre l'État et les collectivités du territoire, conseil départemental comme mairie. Là-dessus, on est tous d'accord.
Ensuite, on n'apprend rien de nouveau. Il rajoute, on n'apprend rien de nouveau, on est d'accord, il rajoute. Cela n'exclut pas, bien sûr, les adaptations lorsque la situation l'exige, comme le prévoit d'ailleurs l'article 73 de la Constitution et comme y réfléchissent les élus de Mayotte. Et là, ce que je disais tout à l'heure, ça nous fait référence à ce que disait Daniel Martial-Henry sur ce plateau. Est-ce qu'il faut être inquiet? Mais bien évidemment. Dites-moi, depuis la départementalisation, le 31 mars 2011, et aujourd'hui, à quel moment vous avez vu l'État échanger avec les élus de Mayotte concernant les adaptations nécessaires sur le territoire? Jamais. Tout gouvernement confondu. Jamais, sauf peut-être pour la mise en place du RSA au tout début de la départementalisation. Ça veut dire que concrètement, lorsque le Premier ministre parle d'adaptation et de progressivité, ce n'est pas dans un cadre de réflexion partagée, c'est dans un cadre de décision unilatérale, comme cela s'est fait hier. Parce qu'encore une fois, hier, le Premier ministre a annoncé son point de vue et sur la manière dont il voulait faire avancer les choses. Ça veut dire qu'il ne veut pas faire avancer Mayotte dans un développement cohérent et déterminé ensemble. Il veut le faire avancer unilatéralement à coup de lance-pierre en offrant de temps en temps des petites avancées mais qui n'apportent rien de concret à la population mahoraise. Vous savez, la population mahoraise, aujourd'hui, elle est dans une insécurité. Vous avez quand même suivi ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Sur les 50 agriculteurs là, qui plantaient des patates et de la salade, lorsqu'on a voulu les déloger parce qu'on considérait qu'ils étaient clandestins sur des terrains qui appartenaient à l'État, on a envoyé combien de gendarmes? 2500. 2500 gendarmes pour déloger 50 agriculteurs clandestins. Alors, sérieusement, nous avons des coupeurs de route, nous avons des gens qui se promènent avec des hachettes, qui sont par milliers sur le territoire de Mayotte. Nous n'avons même pas 1000 gendarmes ou policiers sur le territoire de Mayotte. Ça veut bien dire que, encore une fois, les Mahorais ne sont pas considérés comme un département, parce que être département, c'est pas simplement dire vous êtes département, oh vous êtes région, c'est bien, histoire de nous flatter de notre ego. Non, être un département, c'est d'avoir un standing, c'est d'avoir des normes. Et ni les normes, ni les standings sont au rendez-vous. Et c'est là-dessus que nous attendons le Premier ministre. Ce n'est pas sur les déclarations qui n'apportent rien au débat. Je voudrais qu'on aborde également les Comores, puisque ça a été un thème de débat également. Il dit, nous avons abordé, c'est le Premier ministre qui parle, nous avons abordé les relations avec l'Union des Comores et, plus globalement, l'importance de l'insertion de Mayotte, département français de l'océan Indien, dans l'environnement régional. Qu'est-ce que ça veut dire à ce jour? Moi, je ne suis pas un spécialiste en géopolitique. Oui. Mais lorsque je vois que le Premier ministre reçoit un bon nombre d'élus mahorais, pourquoi le ministre des Affaires étrangères se sent obligé le même jour, à la même heure, de recevoir son homologue comorien? Vous avez la réponse? Ben oui, c'est pour le rassurer. Rassurer qui? Le ministre comorien. Pour le rassurer. Je dis non, t'inquiète. T'inquiète. Mais t'inquiète pas de quoi? T'inquiète pas. Pourquoi le reçoit-il le même jour à la même heure? Pourquoi? Pour le conforter sur les lance-pierres qu'on va recevoir à Mayotte. Parce que dans ses déclarations, qu'est-ce qu'il a fait le Premier ministre? Il nous a conforté dans l'idée que nous sommes un département et une région. Il nous a conforté dans l'idée que nous sommes un département et une région. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est le déploiement de la départementalisation, c'est le droit commun dans son plein exercice sur le territoire de Mayotte, et c'est les moyens qui nous permettra d'atteindre ces objectifs-là. En cela, je n'ai rien entendu. Mais pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui est concerné par la question de l'insécurité, et le ministre des Affaires étrangères ne sont pas venus à cette réunion-là, ont préféré plutôt être à la réunion avec les Comoriens? Ce n'est pas rassurant. Moi, ça ne me rassure pas. Et je ne suis pas satisfait. Il faudra en reparler. On a explosé le temps. Daniel, on a explosé le temps. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Ça mériterait plus long, je sais, on va le faire bientôt. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.